Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Je pense que quand on veut élever des enfants en bilingue, trilingue, etc., l'une des règles de base, c'est ça, c'est de se dire que il faut être clair avec les enfants. C'est un des parents va parler une langue. Et on peut aussi introduire d'autres langues plus tard, mais il faut d'abord je pense que les premières langues soient acquises. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Khaled Boudmag, chargé de développer les partenariats stratégiques au Moyen-Orient et en Afrique chez TradeShift. Au cours de cet échange, on parle d'apprentissage de langue, de MBA et de prise de parole en public. J'ai appris aussi à persuader une audience, à motiver, à inspirer, parce que les speeches aujourd'hui sont très utilisés comme ça, et les speeches à l'américaine, et on voit que la France aussi va vers cette tendance de speech un peu à l'américaine. Et s'il y a bien trois choses qu'il faut retenir dans le public speaking, et c'est ce qu'on appelle les 3 P. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Alors, salam alaikum Khaled. Alaykoum salam, Abdurrahman. Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Merci aussi de m'avoir invité. Et je suis content de pouvoir participer à ce podcast avec toi. Alors là, tu nous parles depuis Dubaï. Tout à fait. Tu vis dans quel quartier de Dubaï? Alors, pendant longtemps, j'avais la fierté de dire que j'étais Barchaoui. Et à chaque fois qu'on me demandait, mais tu es d'où, Khaled? À Dubaï, j'étais à Barcha. Mais j'ai déménagé et depuis 1 an maintenant. Et maintenant, je peux plus dire une expression comme Barchaoui parce que j'habite à Soukhaïm. Donc, Soukhaïmi, peut-être. Pourquoi tu étais fier de Barchaoui? Ah, Barcha, c'est un quartier très populaire. C'est le premier quartier où j'ai habité. Après le Greens, au début, j'habitais au Greens pendant quelques mois, le temps de trouver un logement. Et c'est un quartier populaire, plutôt bien situé, avec une station de métro, avec le grand mall qui s'appelle le Mall of Emirates, pas loin à pied. Et puis on avait des voisins sympathiques. Voilà, c'est assez sympa, sans être euh, on va dire, dans l'apparence. C'est des tours plutôt de taille, on va dire, modeste, normale, pas trop élevée. Il y a des petites maisons sympathiques, mais c'est pas le too much qu'on peut parfois imaginer à Dubaï, où il y a des choses qui sont trop dans la grandeur, etc. Donc, à Barcha, il n'y a pas la folie des grandeurs. Et j'ai envie de dire qu'aussi, là où je suis parti à Supreme, c'est un peu comme ça, mais bon, c'est un quartier un peu plus résidentiel. Aujourd'hui, c'est un quartier plus authentique où nos voisins, ce sont souvent des Émiratis. On a des très bonnes relations avec nos voisins. D'accord. Et j'ai quelques anecdotes avec les voisins qui sont d'une gentillesse. On est vraiment très content d'être dans ce quartier aujourd'hui. On dit que c'est difficile de se faire ami avec les locaux là-bas. Ils sont très peu nombreux et ils restent entre eux. Moi, ça va faire 13 ans que je suis aux Émirats et j'ai eu la chance dès quasiment les premières expériences que j'ai eues, avoir des clients, ça commence par des clients évidemment, des contacts professionnels avec des locaux, des Émiratis. Ça s'est toujours très très bien passé au niveau professionnel. Et une fois qu'on a ces contacts-là, après, je pense que ça peut permettre d'avoir une passerelle vers le côté professionnel. Et j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'employé pour un département du gouvernement de Dubaï pendant presque 4 ans. Et pendant cette expérience-là, c'est vrai que j'en ai parlé avec mes collègues émiratis et je leur disais, mais vous savez ce qu'on dit de vous, que vous n'êtes pas approchable, que vous restez contre vous, etc. Et beaucoup m'ont dit, je leur ai dit que je savais déjà que c'était faux parce qu'on est ensemble et on rigole ensemble, on va jouer au foot, etc. Mais c'est l'impression qui est donnée. Et ils me disent, mais tu sais, Khaled, quand on va se balader au Dubai Mall, on est entre amis, etc. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils nous parlent comme ça, comme si on était des animaux sortis d'un zoo. Et du coup, oui, on a un peu du mal quand on est approché par plein de monde et c'est un peu bizarre. Donc, on évite en fait, on évite. Et du coup, ça les repousse peut-être à être encore plus entre eux ou avec les gens qui côtoient au travail, tout ça. Mais en réalité,
quand on a l'habitude. Moi, je vais dans une salle de sport, il y a quasiment que des Émiratis. Ils sont tous super sympas. Il y a, évidemment, comme on est en sport, il y a personne qui porte la tenue traditionnelle. Tout le monde est en tenue de sport. On peut même pas le savoir, Ouais. mais quand on discute, c'est des gens comme toi et moi, en fait. Il y a rien d'exceptionnel. Notamment, peut-être par rapport à Dubaï aussi, il y a certains Émirats où ils ont peut-être plus d'étrangers, donc ils ont plus l'habitude de se mélanger que d'autres. Mais globalement, non, ça va. Les Émirats ont des statistiques, voilà, qui sont d'environ 10 millions d'habitants. Mhm. Après la crise qu'on vient de connaître du coronavirus, je pense que ça a baissé, vu il y a, il y a pas mal de monde qui ont dû rentrer, étant donné qu'il y a eu, comme un peu partout dans le monde, hein, Ouais. crise économique, etc. Et donc, étant donné qu'on est dans un pays comme les Émirats pour le travail, essentiellement, et que sans contrat de travail, sans sponsor, on ne peut pas avoir une résidence. Donc, sans résidence, on ne reste pas dans le pays. Mais on va dire que ouais, c'est une population qui était estimée à 10 millions et que sur 10 millions, il y a environ 1 million 100, 1 million 200 000 d'Émiratis sur tous les Émirats. Mhm. Donc, on est dans une situation où plus de 90% ou 90% de la population est étrangère. Ouais. Effectivement, donc on peut comprendre qu'il y ait des gens qui ne voient jamais d'Émiratis et qui vivent aux Émirats, et que quand on va dans les endroits où il y a des Émiratis, ils peuvent être très entre eux et puis très difficiles d'accès dans ces Ouais. conditions-là. Voilà. Ouais. Tout à fait. Tu communiques avec eux en anglais, en arabe, Ouais, ouais, les deux. les Ouais. deux. Même en français, j'ai des amis émiratis qui parlent français. Ah ouais? Mais ouais, bien sûr, hein. Ils apprennent des langues quand même, comme un peu tout le monde. J'essaie de communiquer en arabe au maximum parce que vraiment, on est dans un pays arabe et que c'est une chance pour moi, étant né en France, ayant grandi en France, c'est une chance de pouvoir Mhm. pratiquer l'arabe au quotidien avec des Arabes. Donc, je m'en prive pas autant que possible. Et généralement, ils encouragent, ils essayent aussi. Pour eux, c'est plus simple, c'est leur langue maternelle. Donc, Mhm. pourquoi ils parleraient en anglais Ouais. alors qu'on peut se parler en arabe? C'est un dialecte que tu as dû apprendre, j'imagine. C'est un peu différent de. Ouais, il y a un dialecte, mais c'est un accent. En fait, le dialecte, c'est un mélange entre un accent particulier où certaines lettres sont prononcées différemment et puis des mots d'origine diverse. Donc là, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet des langues étrangères. Et c'est vrai que dans mon quotidien, j'essaye d'appliquer une certaine rigueur, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes enfants, par exemple, Mhm. pour qu'on ait un maximum de chances d'apprendre les langues étrangères, dont l'arabe en fait Oui. partie. Et j'ai notamment ouvert un institut de langue à Dubaï qui s'appelle Golden Age, qui était c'était ma toute première expérience entrepreneuriale. Mhm. Et j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs profs de langue et plusieurs personnes passionnées des langues étrangères, que ce soit en Mhm. arabe, mais aussi en anglais, en français, en chinois, en allemand, en espagnol, en italien, dans les différentes langues qu'on a pu offrir. Et, euh, et c'est vrai une des règles de base dans l'enseignement des langues, c'est de pratiquer, particulièrement pour moi, parce que mon style d'apprentissage, c'est un style très pratique, Mhm. qui casse complètement avec le style qu'on avait en France. Oui. Où en France, malheureusement, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde comme moi, mais en France, malheureusement, l'apprentissage des langues est souvent fait sur les livres. Oui. Je dis, bon, les livres, c'est normal, il faut des écrits, mais on enseigne beaucoup aux gens à écrire, à faire de la grammaire, l'orthographe, ces choses-là, mais les gens ne savent pas parler. Et Mhm. la réalité, c'est que l'enseignement des langues étrangères, je ne parle pas de l'enseignement de la langue maternelle, puisque c'est différent, mais les langues étrangères ont une façon d'être enseignées où la prise de parole, la pratique orale est très importante et malheureusement souvent négligée. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les instituts de langue, même en France, malheureusement, Mhm. où les gens peuvent promettre qu'on va parler en très peu de temps, mais la réalité, c'est que le cours ne contient quasiment pas de parler, pas de pratique de la langue, pas de Mhm. parole. Et comment est-ce qu'on peut espérer qu'une personne apprenne à parler si déjà dans le cours, il n'y a pas de temps, un temps maximum qui est dédié à la communication verbale? Si tout le cours est autour du nahwu
en arabe, le nahou, c'est la grammaire, ou la conjugaison, Ça. sarf, et en fait, on se rend compte que, bah oui, on connaît plein de choses, mais on est bloqué si on voit un arabe. Yes, my name is Khaled, but I don't speak Arabic. Mais par contre, si tu parles, voilà mon nom c'est Khaled, mais je ne parle pas arabe. Mais si tu parles, je peux comprendre, hein, mais ça va pas être suffisant. La pratique de la langue, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et vraiment, s'il y a d'autres spécialistes des langues étrangères qui m'entendent, euh, euh, ils le savent. Et s'ils le font pas, c'est un petit rappel que j'ai envie de leur faire passer. N'oubliez pas de donner un maximum de temps. Et s'ils le font, bah, c'est très bien. Et je connais beaucoup de gens aussi qui sont très bien et qui sont très capables et très expérimentés dans les langues en France. Et en dehors des cours qu'il y a à la maison avec les parents, toi et ta femme, vous avez aussi un impact dans l'apprentissage de la langue ou communiquer en plusieurs langues Alors ça, c'est plutôt avec les enfants. Avec ma femme, évidemment, on se parle en français vu qu'elle est Oui, là aussi je veux dire pour les enfants, je de parle. Oui. France. Après, les enfants, oui, on a fait un choix. Donc moi, je leur parle en arabe. Mhm. Euh, Ma femme parle en français essentiellement. Mhm. Euh, Puis, on a l'école. Alors, l'école française, c'est en français. Mais mon fils, le petit, il a passé beaucoup de temps dans les crèches en anglais très tôt. Mhm. Et pareil, quand on lui fait des activités en dehors de l'école, c'est en anglais. Donc, on va dire le petit dernier, là, il est trilingue, par exemple. Et sans s'en rendre compte. Tout à l'heure, on parlait, il y avait un truc avec des dauphins, donc c'était en anglais, delphin. Et il me dit, Baba, delphin, bil français, dauphin. Je dis, oui, oui, ouais, mon fils. Delphin, c'est bien dauphin. Et tu vois, en fait, il fait ses traductions tout seul. Bon, il a 3 ans, hein, 3 ans et demi, mais il fait ses traductions tout seul, il a tout compris. Et puis, des fois, il vient me parler. Je dis, non, non, avec papa, tu parles en arabe. D'accord. Et il Mhm. m'entend parler français, et ça ne le choque pas de savoir que je parle arabe, parce qu'en fait, je pense que quand on veut élever des enfants en bilingue, trilingue, etc., Mhm. l'une des règles de base, c'est ça, c'est de se dire que il faut être clair avec les enfants. C'est un des parents va parler Mhm. une langue. Et on peut aussi introduire d'autres langues plus Ouais. tard, mais il faut d'abord je pense que les premières langues soient acquises et, Ouais. et finalement, sans jamais utiliser de traduction, jamais je dis on dit tel mot veut dire ça. Pas une seule fois. Je Mhm. parle en arabe avec mon fils, il comprend tout. Ou même s'il comprend pas, je vais l'aider avec des exemples, avec avec le langage corporel, peut-être en disant Oui. voilà la tête, Compliment. race, Ouais. l'icène, la langue. Je vais lui dire si je vois qu'il a pas forcément saisi, ou alors c'est pas grave s'il a pas tout compris tant qu'il a compris le sens global. Et on se rend compte Mhm. que ouais, ben, les enfants, c'est des éponges, ils apprennent très vite, ils sont capables de passer d'une langue à l'autre. Et ça, c'est pas forcément plus compliqué, mais ça nécessite quand même une rigueur et une organisation. Ouais. Donc moi, par exemple, avec mon fils là, Oui. je ne peux pas lui parler une autre langue, même moi. Notre relation est en arabe. Je n'arrive même pas à lui parler dans une autre langue. J'ai déjà essayé, ça me fait vraiment très bizarre. Ça bloque. C'est très Ouais, bizarre. ouais, Ouais. c'est très bizarre. C'est un trésor de parler plusieurs langues très jeune comme ça. C'est des choses où les gens luttent après au collège, au lycée, ils passent des heures et des heures à essayer d'apprendre, puis ils pourront passer ce temps à apprendre d'autres choses. Mm. Ouais, moi je me souviens, moi j'ai eu une éducation très francophone. Avec mes parents, on parlait tout le temps français, mes frères et sœurs, tout le monde. Et donc on était vraiment nuls en arabe, hein. C'était vraiment catastrophique. Et je me souviens la première fois où Hmm. j'ai commencé à apprendre les lettres de l'alphabet arabe à l'âge de 17 ans. Je pense qu'en 4 heures, je connaissais l'alphabet arabe. J'étais capable de déchiffrer des choses en arabe sans comprendre, hein, mais toujours avec Ouais. avec les accents, ce qu'on appelle les harakat. Et, euh, Hmm. mais il y a plein de lettres que je ne savais pas ou pas prononcer ou très mal prononcer. Je me souviens que j'étais au lycée, donc à 17 ans, et que je m'exerçais tout seul à essayer de faire le Ain, par exemple. Ain. Je faisais, Ah. Ce qui est bien, c'est que moi, je Hmm. suis originaire de Lille, dans le nord de la France, et qu'à Lille, on a un dialecte ch'ti
qu'on apprend, alors qu'on a appris forcément, les Lillois se reconnaîtront, parce que on habite, en tout cas moi, j'ai grandi dans des villes où il y avait beaucoup de ch'tis quand j'étais plus jeune, et les voisins, le marchand, etc. Donc on a appris évidemment le ch'ti, et le mot, il y a plein de mots avec le un en fait, hein. Avec le un, Ouais. je sais plus, arrête, par exemple, pour dire arrête, on peut entendre arrête. Tu vois, le R devient un. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à apprendre la lettre Ain en arabe, grâce au ch'ti. Donc, les ch'timis, si vous Très nous marrant. écoutez, vous avez une chance et un avantage par rapport aux autres régions. Si vous apprenez le ch'ti, vous Ouais. saurez parler arabe. Écoute, Khaled, en général, je commence par cette question au tout début, mais bon, c'était tellement passionnant de parler des langues, parce que c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup que je t'ai laissé en parler. Mais est-ce que tu peux nous en dire un maximum sur toi en 30 secondes, pour qu'on sache un peu qui tu es? 30 secondes, c'est vraiment pas beaucoup de temps donné pour quelqu'un comme moi. Donc ça fait. Donc moi, je suis originaire de Lille en France, là où j'ai grandi avec mes parents. Je suis d'origine algérienne. En Algérie, donc ma famille vient de l'Est algérien, Constantine Mhm. Skikda. Et j'ai travaillé presque 10 ans à Paris, 9 ans à Paris, dans l'informatique. Mon background, c'est informatique, dans l'ingénierie informatique pour être plus précis, et même la programmation, puis la gestion de projet. Et j'ai eu une opportunité d'aller à Dubaï en 2007 avec une société anglaise pour ensuite avoir la chance de continuer ma carrière et de vivre à Dubaï depuis bientôt 13 ans. Ça, c'est sur le côté professionnel. Après, sur le côté personnel, peut-être que, on va dire que oui, je suis marié, j'ai 2 enfants et voilà, j'aime le sport. Je suis quelqu'un d'assez modéré sur ce que je mange. Je fais attention. Je suis quelqu'un qui aime la lecture, qui est plutôt intéressé par pas mal de choses. Et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui qui m'intéressent, notamment l'entrepreneuriat, parce que j'ai eu la chance de rentrer dans ce monde et ouvrir des sociétés depuis un peu plus de 7 ans. Et la public speaking, qui est la prise de parole en public, qui est aussi un domaine qui me plaît Mhm. beaucoup depuis plusieurs années. Voilà. Qu'est-ce que tu fais actuellement à Dubaï? Donc, mon activité à Dubaï aujourd'hui, c'est que j'ai rejoint depuis un peu plus d'1 an une start-up qui est basée à la Silicon Valley, donc une grosse start-up. On dit start-up même si la société a plus de 10 ans et elle est valorisée à plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Mais donc c'est une très grosse société, mais esprit start-up. Donc je les ai rejoints à l'ouverture du bureau à Dubaï l'année dernière. C'est une société qui s'appelle TradeShift et mon rôle c'est de développer les partenariats stratégiques pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ça a été vraiment une belle transition après plusieurs années d'entrepreneuriat. Et c'est un petit peu toujours en mode start-up, un peu autonome, presque entrepreneur dans le sens où on monte la société avec mes collègues pour une région qui est énorme, qui est Moyen-Orient, Afrique, incluant la Turquie aussi. Donc c'est une super expérience et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et avant Mhm. ça, j'ai monté 2 sociétés à Dubaï, donc, qui sont toujours actives, qui fonctionnent toujours et où j'ai des collègues ou des partenaires qui travaillent à temps plein. Une société qui est un institut de langue qui s'appelle donc l'Institut Golden Age et une autre Oui, société qui s'appelle Easy Company qui fait de l'assistance à la création d'entreprises et à l'installation et d'accord. l'implantation aux Émirats. Voilà. D'accord. Juste, je suis un peu curieux par rapport à ce que tu fais actuellement. Ça ressemble à quoi ton quotidien chez TradeShift? Ah, c'est une bonne question. Et alors, mon quotidien chez TradeShift, c'est de soit parler avec des partenaires sur des stratégies de développement commercial pour éventuellement trouver des clients qui peuvent être intéressés par nos solutions informatiques, ou alors de faire du recrutement de partenaires, donc identifier des sociétés qui sont en synergie avec ce qu'on fait, qui vont être des sociétés souvent spécialisées pour nous dans les achats ou dans la finance orientée achat et qui sont aussi côté technologie.
Donc, souvent, on travaille beaucoup avec des partenaires tels que euh, les Big Four. Je suis désolé pour l'anglicisme. Les Big Four, qui sont, ouais, c'est ça, bon, qui sont Les les, les, GAFA? les grosses, non, 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 pas les GAFA, les grosses sociétés de conseil telles que Deloitte, Ah, les Big Four, d'accord, ok. Big euh, Four dans le conseil, ok. dans le Mhm. conseil, ouais, Deloitte, KPMG, Mhm. PwC, Ernst Young, EY. Et Ok. après, les sociétés de conseil telles que McKinsey, BCG. Ici, on a d'autres sociétés comme Protiviti. Bref, il y a les plus connus. Et puis des sociétés aussi comme Accenture, IBM, Capgemini. Donc des sociétés qui Mhm. peuvent faire du conseil dans l'informatique ou du conseil autour de fonctions orientées finance, achat, etc. Donc mon quotidien, c'est soit Mhm. de travailler avec mes partenaires existants avec qui on fait du développement, et voire même on organise des formations pour qu'ils puissent développer leurs connaissances et leurs compétences sur les solutions, ou alors de recruter des Mhm. nouveaux partenaires. Donc, étant donné qu'on est une nouvelle société, ça fait 1 an qu'on a ouvert aux Mhm. Émirats et sur une région qui est très grande, comme je le disais. Il y a énormément de choses à faire. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de créer ça de rien. Et on va dire que je suis très autonome dans le choix de mes partenaires et dans les plans qu'on a ensemble. Donc, c'est un peu c'est un peu de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. C'est assez sympa. L'intrapreneuriat, du coup. C'est l'intrapreneuriat, exactement. Du coup, je sais que on en a parlé plus tôt, tu as effectué un MBA pendant ta carrière. Mm. Tu l'as effectué où? Alors, le choix du MBA, c'est une question qui est clé et qui est très importante. Et je pense qu'il ne faut pas négliger quand on fait un MBA parce qu'en fait, avant même de se poser même la question du choix du MBA, d'où on le fait, je pense que c'est important de se dire même pourquoi le faire. Donc moi, j'avais pas mal de questions là-dessus et avant de choisir le MBA, avant même de venir à Dubaï et de le faire à Dubaï, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup quand j'étais en France, dans la mesure où j'ai fait des études d'ingénierie en informatique et que j'étais j'avais des œillères, on va dire, j'étais très spécialisé dans ce que je faisais dans l'informatique et les systèmes d'information. Et que je me souviens que je comprenais même pas ce que c'était que le marketing. Il y a 15 ans de ça, quand mes collègues me disaient je fais du marketing ou certaines fonctions de la société, j'avais vraiment du mal à saisir ce que faisait quelqu'un du marketing. Et donc, le MBA, c'est déjà, ça permet d'apprendre toutes ces fonctions, le Master of Business Administration, de comprendre une entreprise et de permettre à quelqu'un très spécialisé comme un ingénieur en informatique de comprendre, de pouvoir faire du business au sens beaucoup plus large. Donc ça se délivre souvent par des écoles de commerce, les business schools, et le choix du MBA est important. Donc moi, je ne peux que conseiller aux gens de faire des MBA dans les meilleures écoles, autant que possible, parce que non seulement il y a le contenu qui est souvent similaire entre toutes les écoles, mais il y a aussi le réseau. Et donc moi, je l'ai fait dans l'une des meilleures écoles qu'on avait à Dubaï à l'époque, qui s'appelait la Cass Business School, qui appartient à London Mhm. City University. C'est une très bonne école anglaise, on va dire, quand je m'étais inscrit, ils étaient 10e au classement du Financial Times. Donc ça a beaucoup baissé Mhm. d'ailleurs, je pense qu'ils sont 30e maintenant, quelque chose comme ça. Mais bon, les classements, après, on peut faire tout et n'importe quoi avec des statistiques, évidemment. Et je l'ai fait à partir de Dubaï, donc ils ont une antenne à Dubaï, dans un quartier qui s'appelle le DIFC, qui est Dubai International Financial Center. Donc c'est l'équivalent de la Défense, on va dire, le centre financier de Dubaï. Le MBA pour toi, c'est utile pour quel type de profil? Alors le MBA, de par mon expérience maintenant, j'ai eu mon MBA en 2011, du moins j'ai terminé mes études en 2011. Et on retrouve beaucoup de gens qui sont très spécialisés euh, dans les MBA. Ça peut être des fonctions telles que médecin, avocat, dentiste, des ingénieurs en informatique, des architectes, des designers, des gens peut-être plus littéraires, dans des profs de langue. Ça peut être des gens qui veulent souvent soit monter à un niveau plus managérial dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être occupé des fonctions très techniques et très scientifiques, Mhm. mais qui ont Mhm. besoin de connaissances plus générales pour pouvoir gérer des gens, pour pouvoir gérer une entreprise. Ça peut être aussi des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et quand on est médecin, on n'a pas forcément de formation pour ouvrir un cabinet.
médical ou un laboratoire, etc. Donc le MBA va donner toutes ces compétences autour de la gestion de l'entreprise, autour de la comptabilité, de les achats, la gestion de stock, la logistique, la finance. Ça donne une vue d'ensemble à l'entreprise, les ressources humaines, les opérations, etc. Et qui permet derrière d'avoir une connaissance généraliste. Donc, quand moi j'ai fait mes études au début, j'étais un spécialiste sur un domaine dans l'informatique, les systèmes d'information, et je pouvais dire tout qu'on voulait dans ces domaines-là. Et en plus, on veut tout le temps en savoir plus et plus dans ce domaine. Avec le MBA, j'ai appris à être généraliste, ne pas savoir tout sur tout, mais un petit peu de tout, en fait, pour être capable de tenir une discussion avec des acteurs de différents domaines, savoir comment ça fonctionne, savoir lire le Financial Times, par exemple, ou les journaux économiques. Donc, il y a tout un vocabulaire qui est associé autour de ça. Souvent, les gens qui sortent d'école de commerce font des MBA et je trouve qu'ils n'auront peut-être pas autant d'avantages, si ce n'est peut-être l'école et le réseau, mais au niveau des connaissances, il y a de fortes chances qu'ils aient déjà un peu toutes les connaissances parce que ce qu'on nous sert dans un MBA, c'est un petit peu ce qu'on fait dans une école de commerce, en fait, classique. Et dans ton cas, qu'est-ce que ça t'a apporté de majeur pour ta carrière? C'est une excellente question. Et effectivement, alors pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais dans mon domaine de l'informatique et j'avais bossé 10 ans, même plus, presque 12 ans dans ce domaine. J'avais fait le tour. J'avais atteint le niveau, je pense, le plus élevé que je pouvais atteindre dans ce domaine-là. Donc, j'étais en charge de tous les projets informatiques dans la structure où j'étais à Dubaï. Et je gérais tout le monde, les développeurs, et même les chefs de projet, les consultants, les techniques, les fonctionnels, je gérais tout. Mais j'avais envie vraiment de passer à un niveau supérieur et pouvoir éventuellement gérer les aspects marketing, commerciaux et autres finance que je ne connaissais pas. Et donc, le MBA, ça m'a permis très rapidement, en fait, c'est-à-dire dans le premier trimestre où je me suis inscrit, j'ai reçu 2 offres d'emploi par la CEO d'une grosse boîte gouvernementale à Dubaï qui m'a dit, c'est très, comment dire, c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir. Elle m'a dit, You are a talent, donc tu es un talent, tu dois venir avec nous. Voilà 2 offres. Elle m'a fait 2 propositions d'emploi. Et je me souviens à l'époque, elle me disait n'en parle à personne. Bon, je peux en parler parce que ça date maintenant, ça fait 10 ans. Mais elle me disait, et en plus on est en français, donc c'est cool. Mais elle me disait n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans notre groupe qui lui avait demandé et qui essayait de passer dans sa société et en fait elle ne donnait pas de suite. Ouais, elle ne donnait pas de suite. C'était une Émirati, hein. Et je dis ça par rapport à la culture, etc. Et donc, elle ne donnait pas de suite, gentiment, poliment, alors que moi, je ne cherchais pas du tout. Mais alors là, je m'étais jamais dit que j'allais bosser pour le gouvernement de Dubaï, dans l'immobilier en plus. Donc, c'était pas ce que je pouvais imaginer. C'était bien au-delà. Et finalement, j'ai eu ces 2 propositions d'emploi et je me suis dit, bon, allez, Khaled, tu es venu à Dubaï, il y a des opportunités, c'est ce qu'on peut imaginer un petit peu de Dubaï. On saisit l'opportunité. Si demain on me dit, tu vas être le CEO d'une boîte où tu n'as rien à voir, et ben, si on te le propose, c'est que les gens, ils ont peut-être évalué un petit peu tous les avantages et les risques et que au moment où la proposition arrive, c'est peut-être que tu peux le faire. Donc, vas-y. Et confiance en toi. Et c'est ce que je me suis dit et j'ai postulé. Il y avait tout un process de recrutement, mais bon, en même temps, j'étais adossé par la CEO. Donc, j'ai vu les ressources humaines, j'ai vu le groupe CEO qui était au-dessus d'elle. Et donc, le CEO, c'est le PDG, juste pour clarifier, parce que c'est encore un anglicisme. Donc, il y avait la PDG et il y avait le PDG groupe qui était au-dessus et le directeur des ressources humaines groupe. On a fait l'entretien ensemble et ça s'est bien passé, ils m'ont recruté. J'ai quitté donc l'informatique et c'était le grand bain dans un métier qui n'avait plus rien à faire avec ma spécialité de départ. Donc, ça t'a permis vraiment de passer un palier, traverser ce plafond de verre en fait, à un moment de ta carrière où tu ne pouvais pas aller plus haut par rapport à tes compétences. Exactement, c'était clairement passer un plafond de verre et avoir une opportunité d'être en charge du marketing et des opérations immobilières
pour une grosse société immobilière qui est le gouvernement de Dubaï, qui était la société qui avait le plus grand parc immobilier avec c'était 35, plus de 35 000 unités, des villas, des golfs, des bâtiments énormes, des centres commerciaux. On avait beaucoup de choses. Et d'être propulsé dans un poste comme ça, sans avoir zéro expérience dans ce domaine, c'est de la folie, je pense, pour la personne qui m'a recruté. C'était de la folie pour moi d'avoir accepté parce que je me suis retrouvé à travailler vraiment énormément, encore plus, sachant que je finissais mon MBA. Quand j'ai été recruté, j'étais toujours dedans. Et en même temps, j'avais cette nouvelle charge de travail. J'avais 35 personnes environ sous ma gestion, des gens qui connaissaient beaucoup mieux que moi le domaine, donc beaucoup d'humilité à accepter ce type de poste avec un beau salaire, avec un beau statut et énormément de travail. Je me suis retrouvé à travailler au moins 12 heures par jour pendant bien 2 ans. Je suis resté presque 4 ans chez eux et je ne recommande pas aux autres de faire ça. Ce que j'ai fait, ne le faites pas. J'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. Je pense que c'était de la folie et c'était un risque énorme aussi. Je vais dire pourquoi. Ça m'a permis évidemment de faire une transition, mais brutale. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ne recommande pas, vers un autre poste avec plein de monde, plein de responsabilités et ça pèse sur le moral quand même au bout d'un certain temps d'avoir autant de personnes qui connaissent mieux que toi, qui sont sous ta responsabilité. Et aussi, c'est un environnement gouvernemental. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans les gouvernements, que ce soit en France ou ailleurs, ou dans d'autres pays, je pense qu'il y a une mentalité qui est assez commune dans toutes ces sociétés gouvernementales où les gens sont là, généralement, entre guillemets, à vie. Et généralement, c'est différent des sociétés privées où une mentalité du profit, etc. Là, je me suis retrouvé dans une société qui avait beaucoup d'argent. On va dire que l'argent coulait à flot et que la mentalité était très peu orientée faire du business. Ce pour lequel j'avais été formé, on va dire à la base. Donc, c'était pas évident de faire bouger les choses en interne et il y avait énormément de gens qui m'ont mis de bâtons dans les roues et voilà, sur la route de la réussite, on va dire, il y a tout le temps des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est normal, ça en fait partie et on n'arrive pas par hasard là où on est. Donc, je l'ai fait et grâce au MBA, alhamdoulilah, ça m'a permis d'avoir cette opportunité, ça m'a permis de faire cette passerelle et je suis resté, voilà, au bout de 3 ans et demi, j'ai dit que je voulais partir parce que je m'étais rendu compte que même si au niveau du titre, au niveau du métier, j'étais rentré dans un nouveau secteur, l'immobilier, qui était porteur, je ne me reconnaissais pas, malheureusement, dans ce que je faisais et que, en fait, j'aurais préféré l'informatique. C'était quelque chose que j'avais fait 12 ans, plus de 12 ans, 13 ans presque. La tech. Et, et la tech, les sciences, ce que j'ai aimé dans les sciences, c'est qu'on peut difficilement faire mentir un ordinateur. C'est-à-dire, ce qu'on met dans l'ordinateur, c'est ce qui ressort. S'il y a un bug, on sait que c'est un programmeur qui a dû se planter à un endroit. Mais dans l'immobilier, c'est pas pareil. Je veux dire, dans des choses qui sont intangibles comme ça, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi sur un plan, sur des discussions. Il y a beaucoup d'intangibles, etc. Et bizarrement, j'ai préféré à ce moment-là partir en me disant que je préférais travailler avec l'informatique. Et je me suis dit, il y a quelque chose que j'avais en moi qui était l'entrepreneuriat. Et j'avais fait dans mon MBA une spécialisation sur les stratégies, oui, stratégie, sur le marketing et l'entrepreneuriat. Et j'avais un projet qui était d'ouvrir un institut de langue. Et c'était ça qui me tenait à cœur. J'avais accumulé de l'argent pendant cette expérience dans l'immobilier. Et je me suis dit, ben, allons-y avec mon associé Samy, qui aussi était un très bon ami. On en a bossé pas mal de temps ensemble et on s'est dit, allez, on ouvre cet institut de langue. Golden Age, et ça a été mon expérience entrepreneuriale. Et voilà comment j'ai quitté cette société et comment j'ai essayé aussi d'utiliser les compétences que j'ai pu acquérir pendant le MBA. On voit que tu as cherché quand même, au bout de quelques années, à chaque fois,
à trouver l'équilibre entre, dans la première boîte, c'était l'équilibre travail et vie perso, j'imagine. Tu avais trop de travail et 12 heures par jour, c'est beaucoup. Mais c'était quand même peut-être intéressant. Et après, ton expérience dans la boîte d'entreprise publique, dans l'immobilier, c'était peut-être plus facile en termes d'équilibre vie perso et vie privée, mais le projet était moins intéressant pour toi. Alors, en réalité, j'ai envie de dire que c'est malheureux, mais bon, j'aime beaucoup le travail. J'ai dit que c'est malheureux parce que peut-être ma femme qui est un peu moins contente, mais j'aime beaucoup travailler. Et, euh, et ma femme aime bien dire que parfois je peux être un peu ennuyeux parce que voilà, je peux écouter des podcasts qui sont plus orientés sur des domaines ou qui vont m'apprendre des choses. J'aime bien apprendre en fait. Donc moi, tout ce qui est intéressant, Hmm. où on apprend des choses, je peux passer du temps dessus. Et le travail, si je vois que j'apprends, si je vois que j'évolue, je peux rester 12 heures, même plus. Ça ne me dérange pas en fait. J'ai pas trop de soucis là-dessus. Quand je vois que je me développe, donc moi j'ai fait cette transition, je suis rentré dans un nouveau domaine. Je finissais mon MBA, d'ailleurs que j'ai fini avec une mention très bien, on va dire, alors que j'étais sur un nouveau poste. Et sur le nouveau poste, j'avais aussi des très bonnes très bons retours de mon management. Tout le monde était content, ça se passait bien. Donc c'est et à l'époque j'étais pas marié d'ailleurs et j'ai fait tout ça et ça ne me c'était pas trop le temps. À côté de ça, j'ai aussi organisé beaucoup d'activités avec des amis, pour aider les gens qui venaient aux Émirats, etc. Donc j'ai toujours Hmm. été, on va dire, hyper actif sur tous ces plans. Mais là, la raison pour laquelle je suis passé à l'entrepreneuriat et que j'ai quitté le domaine de l'immobilier, c'est que je trouvais qu'il y avait des choses qui ne collaient plus avec mes valeurs peut-être, avec mon intégrité. Parfois, devoir dealer, vendre des propriétés à des gens qui sont un peu bizarres, qui ont des centaines de millions, mais moi, ça ne m'intéresse pas. On va dire qu'on soit clair, l'argent, c'est juste un outil qui permet de vivre correctement, qui permet de peut-être d'aller dans des beaux endroits, d'avoir des beaux vêtements, d'avoir une belle maison, mais ça n'apporte pas forcément plus de valeur à la personne qui en a. Je veux dire, ça Hmm. a juste de la valeur sur un compte bancaire, point barre. Donc, si quelqu'un vient me voir qui a beaucoup d'argent, mais qui fait des choses qui, personnellement, sont au contraire à mes valeurs, ou si quelqu'un met en Hmm. avant l'argent pour dire qu'il est supérieur à X ou Y, je ne suis pas d'accord. Et généralement, si ça, on insiste, s'il y a beaucoup trop de personnes comme ça autour de moi, généralement, ça ne m'intéresse pas et je préfère m'en éloigner. Moi, je suis plus dans la valeur des personnes, plus que ça. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé avec mes clients et avec ce que je voyais dans l'immobilier. Et c'est pour ça que je pense que j'en suis parti. Et pour l'entrepreneuriat, c'est un deuxième risque que j'ai fait que je ne conseille pas, encore une fois, à ceux qui m'écoutent. Euh, et je peux aussi expliquer pourquoi. Euh, on va dire que j'avais une formation dans l'informatique, j'étais spécialisé dans l'informatique. J'ai fait une bascule, j'ai changé complètement. Après 12 ans où j'étais spécialisé, j'ai fait une transition dans l'immobilier qui n'était pas forcément nécessaire, sauf que j'ai eu une belle offre, mais qui était aussi très risquée. Je l'ai fait et au final, j'ai décidé de devenir entrepreneur ni dans l'informatique et ni dans l'immobilier, qui étaient deux domaines que je connaissais, où j'avais suffisamment travaillé, mais dans le domaine de l'éducation et des langues étrangères. Et Hmm. aussi simple que cela puisse paraître, tout le monde demain peut se dire, allez, je vais lancer un institut de langue. Ben, c'est très compliqué. Ça reste un domaine sur lequel il faut avoir des compétences au niveau de la connaissance du marché, au niveau de la connaissance des programmes, au niveau de la connaissance des opérations. C'est très Hmm. compliqué. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps avant de pouvoir maîtriser ce domaine et pouvoir faire décoller la société qu'on avait faite. Ouais. Donc voilà. Par rapport à ton MBA, tu avais quitté ton job précédent pour le faire? Ouais, alors moi, quand on regarde mon parcours, on peut voir que j'ai fait beaucoup d'études après le travail, comment on appelle ça? Des cours du soir, ou etc. Je suis partisan de ces Ouais. trucs-là, des cours du soir, du développement en parallèle du travail, parce que je pense que on a besoin de l'expérience professionnelle et il y a des choses qu'on acquiert dans le milieu professionnel qu'on ne peut pas acquérir par les études, par l'académique. Donc le temps professionnel, pour moi, il est hyper important et j'ai eu la chance
d'avoir suivi les études d'ingénieur en informatique avec le CNAM en cours du soir quand j'étais à Paris. Et ça m'a donné la chance d'appliquer immédiatement tout ce que je faisais pendant mon travail la journée et de continuer à évoluer et d'apprendre énormément. Et ensuite, quand j'ai voulu faire le MBA, je ne me voyais pas faire un MBA et puis arrêter tout ce que je faisais. Donc, j'ai fait un executive MBA. Donc, c'est un MBA qui était en partiel, qui a duré 2 ans et qui, pour moi, était le meilleur moyen d'allier, de continuer à acquérir de l'expérience professionnelle qui est hyper importante, comme je le disais, en plus d'avoir un diplôme. Et c'est vraiment ma recommandation un peu à tout le monde, c'est d'essayer d'acquérir un maximum d'expérience professionnelle. Et on peut faire des choses en plus. Après, tout le monde n'a pas cette capacité, je le reconnais. Donc, je pense qu'il faut prendre la meilleure décision en fonction de sa façon d'apprendre, en fonction de son temps, en fonction de ses ressources disponibles. Et il y a des gens qui préfèrent se retrouver dans un campus et se poser pendant 12 mois ou 10 mois à faire un MBA. Je respecte tout le monde. Mais moi, ça n'a pas été mon cas et je suis très content de ce que j'ai fait. Donc, je continue à travailler avec la boîte d'informatique quand j'ai commencé mon MBA. Et ensuite, j'ai basculé dans l'immobilier. J'ai fini mon MBA dans cette boîte d'immobilier. Ok, super. Du coup, Khaled, je sais que toi, tu suis des cours, je ne sais pas si on appelle ça des cours de public speaking, donc de prise de parole en public. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Effectivement, et je suis toujours très enthousiaste de parler du public speaking en français, on appelle ça la prise de parole en public. C'est l'un des grands avantages qu'on a à vivre dans un pays qui a une culture comme les Émirats, mais bizarrement qui a une culture anglo-saxonne, étant donné que c'est une ancienne colonie anglaise, et en fait, on a dans le monde anglo-saxon des clubs de prise de parole en public. C'est un peu similaire à aller dans une salle, s'inscrire dans un club de foot ou dans un club de basket ou de tout autre sport. Sauf que ce qu'on fait dans ce club, c'est qu'on se voit une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines et qu'on pratique la prise de parole en public. Alors, moi, j'ai eu la chance de toujours aimer parler en public. Tu le fais en anglais ou en français? Alors, Ou en le arabe? club dans lequel je suis, c'est en anglais. Il y a très peu de clubs en arabe aux Émirats, mais j'avais l'intention de rentrer dans un club aussi. Mais ça s'appelle déjà, pour dire aux gens, et peut-être que tu pourras aussi, Abdelrahman, le mettre dans le lien, ça s'appelle Toastmasters. Oui. Ce n'est pas une secte. Attention, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une secte. Il y a des gens qui ont tout le temps peur des mots comme ça, des trucs comme ça. Non, c'est des associations à but non lucratif qui ont accès à du matériel de formation en prise de parole en public. C'est une organisation américaine qui existe depuis 1927, je crois, ou 24, je ne sais plus, et qui a été fondée par un Américain qui aimait la prise de parole en public. Et depuis cette date-là, depuis presque un siècle, cette organisation a travaillé sur des cours de formation de prise de parole en public. Et j'ai découvert ça très tard à Dubaï, malheureusement, c'était en 2017, donc il y a 3 ans. Et dès qu'on m'a invité dans un meeting, j'ai été vraiment ébloui par l'organisation de ce club. Donc, je pense qu'il y a plus de 16 000 clubs dans le monde. Il y a plus de 400 000 membres dans le monde. Il y a un championnat annuel, championnat mondial du meilleur public speaker. Et chaque club est un club, encore une fois, à but non lucratif, où il y a une organisation qui est héritée par l'organisation mondiale, mais en fait, on a juste à les informer qu'on fonde un club, et après on recrute, on est aidé par les autres clubs dans ce qu'ils appellent dans l'area, dans la zone, et on recrute des gens qui sont intéressés pour se former, à apprendre le public speaking. Et à chacun des meetings, on va pouvoir pratiquer des speeches qui nous appartiennent selon des objectifs précis. Par exemple, les premiers objectifs qu'on a en public speaking, la toute première chose, c'est qu'on sait que l'une des peurs les plus élevées au monde, on va dire avec la peur peut-être des araignées, ou la peur du noir, ou la peur du vide, c'est ce qu'on appelle la glossophobia.
la phobie de la prise de parole en public. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui l'ont parce que justement, dans les rapports et les recherches, apparemment, c'est quelque chose de très commun. Comme je disais au début, moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours aimé la prise de parole en public au point où j'ai eu la chance d'être délégué de classe, de représenter mes camarades et de parler, de parler assez facilement, mais sans savoir l'organisation. Ouais, à ce moment-là, tu savais pas que que ça s'appelait la prise de parole en public, que c'était une compétence Exactement. à part entière. Exactement, je ne savais pas et je ne savais pas non. Je savais que de par certains cours de philosophie qu'on avait eu, mais bon, moi j'étais scientifique, vu que j'ai fait un bac S, spécialité maths, etc., très dans les sciences, mais en philo, je savais qu'il y avait un truc qui s'appelait la rhétorique et je me disais, il doit avoir des moyens d'apprendre cette rhétorique, ces techniques de grands orateurs grecs, gréco-romains, etc., de l'époque. Et malheureusement, je suis sûr que dans le monde musulman et dans le monde arabe, on a aussi la poésie, on a eu des très très grands orateurs. Mais bon, étant donné qu'on a grandi dans un monde, dans le monde occidental, on a plus accès aux grands orateurs de la rhétorique grecque, etc. Et donc je savais que ça existait, mais je ne savais pas qu'il existait des clubs pour pratiquer. Et donc ça, c'est l'information que je donne aujourd'hui parce que quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Et je suis membre de 2 clubs Toastmasters à Dubaï. Le premier s'appelle DIC2, qui est Dubai Internet City 2. Donc, c'est dans le quartier Internet City. Et l'autre club s'appelle The Gardens, qui est pareil, qui est à Media City. Et mon club, ma maison, c'est DIC2, vu que je suis l'ancien président du club et que j'essaie toujours d'avoir des fonctions pour aider le club. Et juste comme je disais, les bases de la public speaking pour briefer un petit peu les gens qui vont écouter, qui aient l'opportunité d'apprendre 2-3 choses. Et ensuite, je les invite à rejoindre leur club Toastmasters. Les visites sont gratuites et ils peuvent visiter autant qu'ils le veulent. Donc, sur le site toastmasters.org, il y a la possibilité de rechercher un club. Il y a un truc, rechercher un club et trouver des clubs autour de chez soi. Par exemple, quand je suis allé à Paris, j'ai assisté à des clubs. À Londres, j'ai assisté à des clubs. Partout où je vais. D'ailleurs, quand je suis en voyage professionnel, au Qatar, par exemple, évidemment à Dubaï, je rends visite à des clubs. C'est une des activités, un de mes passe-temps. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend en public speaking? D'abord, de prendre la parole devant une audience et d'écrire un premier speech, même si on le lit. Ensuite, plus on évolue, plus on apprend à utiliser le langage corporel, le body language, de manière intelligente. L'utilisation de la scène, ce qu'on appelle le stage en anglais, la scène. Donc, essayer de se déplacer sur la scène de manière intelligente et consciente. Ensuite, l'utilisation de la voix. Est-ce qu'on va avoir une voix grave, une voix aiguë, peut-être crier, peut-être parler plus doucement, faire des pauses, parler rapidement ou parler doucement? Tout ça, ça se fait de manière très consciente et on peut l'améliorer. Ensuite, on apprend aussi l'engagement de l'audience, c'est-à-dire que quand on va parler, on va regarder l'audience, on va essayer de regarder dans les yeux des gens, on va poser des questions, ce qu'on appelle des questions rhétoriques aux gens. On pose des questions auxquelles on apporte les réponses soi-même, mais les gens finalement, ils vont essayer d'y répondre. On demande aux gens de se lever, de lever la main. On essaie de faire en sorte que l'événement public auquel on participe, auquel on est l'acteur principal, se passe bien pour l'audience et que l'audience ne voit pas le temps passer. Et après, les autres choses qu'on voit, ça peut être rajouter de l'humour. Évidemment, on a des spécialisations en humour. Bon, j'ai appris que j'étais vraiment pas marrant. Ça, c'était une confirmation parce que ma femme me disait tout le temps, Khaled, t'es pas marrant, mais bon, heureusement que je suis là. Effectivement, elle est plus marrante que moi. Mais j'ai appris l'humour quand même. Justement, je faisais un peu d'humour là. J'ai appris aussi à persuader une audience, à motiver, à inspirer, parce que les speeches aujourd'hui sont très utilisés comme ça, et les speeches à l'américaine. Et on voit que la France aussi va vers cette tendance de speech un peu à l'américaine. Et s'il y a bien 3 choses qu'il faut retenir dans le public speaking, et c'est ce qu'on appelle les 3 P. Quand on fait un speech, c'est important de parler d'un sujet pour lequel on est passionné. Le premier P, passionné, pour lequel on sait qu'il s'adresse aux personnes à qui on parle, on connaît son audience,
et pour lequel, quand on fait ce speech, on va partager des expériences personnelles. Parce que quand on parle d'expériences personnelles, les gens sont touchés. Si je vous dis que je parle de ma femme, de ma mère, de mes enfants, de mes cousins, de mes cousines, tout le monde a ce cadre familial et ça permet aux gens de se lier à vous et d'un peu plus vous apprécier, etc. Et quand on suit une formation comme Toastmasters, qui est une formation ouverte, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on commence, à la limite, on ne s'arrête jamais parce qu'on apprend tout le temps quelque chose. Et quand on devient meilleur, on commence à mentorer les nouveaux. Et quand on mentore d'autres personnes, comme on dit, pour apprendre quelque chose, il n'y a rien de mieux que de l'enseigner. Donc, quand on commence à enseigner à d'autres personnes le public speaking, on s'améliore aussi soi-même. Et finalement, je connais des gens dans Toastmasters qui sont là depuis 20 ans, voire plus, et qui sont toujours passionnés. Leurs enfants sont Toastmasters. Et voilà, mais il y a d'autres organisations, évidemment. Pourquoi je parle de Toastmasters avec tant de passion aujourd'hui? C'est parce que ça coûte pas cher. C'est à but non lucratif. C'est un matériel de formation qui existe depuis des décennies, voire plus. Et aujourd'hui, ils sont en ligne. Ils ont des matériels de formation très élevés. Et on découvre que beaucoup de personnes qui sont des très bons speakers aujourd'hui, voire même des formateurs, ils ne mettent pas en avant Toastmasters parce que peut-être qu'ils veulent le cacher parce que c'est une organisation à but non lucratif. Mais ils ont appris chez Toastmasters. Il y en a beaucoup qui ont appris énormément de choses. La prise de parole en public, ça fait partie, comme par exemple aussi la négociation ou d'autres choses, des soft skills qui sont très mises en avant de nos jours en entreprise. Toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre ces clubs, ces cours? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde le sait, quand on va dans un entretien d'embauche ou quand on va dans un rendez-vous commercial, si on est commercial, ou alors même quand on se retrouve dans un dîner de famille ou avec des amis, on utilise tout le temps la prise de parole en public. Et si on sait bien le faire, on va être capable de s'en sortir plutôt bien et d'être bien vu et surtout d'être capable de communiquer un message. Donc moi, il y a plusieurs aspects sur la prise de parole en public qui m'ont permis d'évoluer, notamment par exemple la prise de parole sur un entretien télévisé, sur un entretien radio, etc. Ce qu'on appelle le media training fait partie des spécialités que j'ai faites, que j'ai eu la chance de faire à Toastmasters et qui m'ont appris énormément, vu que suite à ça, j'avais eu quelques entretiens pour, évidemment, quand on est entrepreneur, on fait de la promotion de son entreprise, donc il vaut mieux savoir le faire de la meilleure façon. Ça m'a permis aussi d'apprendre l'écoute, encore plus peut-être que la prise de parole, parce que quand on fait des cours de Toastmasters, on apprend une chose, c'est que il y a les gens qui font des speeches dans le meeting et il y a des gens qui vont évaluer ces speeches. Donc, on apprend sur l'évaluation des autres. Et ces gens qui évaluent, qui est un aspect du Toastmasters que j'aime énormément, c'est que quand je me retrouve en situation d'évaluateur, je vais devoir me concentrer sur le speech, tout écouter, sachant que dans nos sociétés actuelles, on est tout le temps en train de faire du multitâche et avec nos téléphones et on zappe entre le Snapchat et le Facebook et le Twitter et les emails et le téléphone et le WhatsApp. On zappe tout le temps. Donc là, on est concentré sur un speech qui va durer 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. On prend des notes et dans 20 minutes, c'est à notre tour de faire un speech pour expliquer comment on a analysé le speech qui vient de se passer en donnant des retours à la personne qui a parlé pour la motiver, mais aussi lui donner des idées comment améliorer son speech et en ressortant des termes et des expressions qui étaient dans le speech qu'on a écouté. Et tout ça, ça m'a donné une oreille et aussi je me suis amélioré au point où quand je vois quelqu'un qui fait un speech, je peux voir s'il a des tics un peu nerveux, je peux voir si elle est à l'aise, je peux voir si le speech a été préparé, pas préparé. Et je suis capable de m'orienter en fonction. Et j'aime bien utiliser le terme que suivre des cours de public speaking, c'est un peu acquérir un super pouvoir. J'aime beaucoup les super-héros, etc., qui sont très à la mode. Et je pense que le public speaking, c'est un super pouvoir où ça peut aider facilement à acquérir un job, à signer un contrat, et sans que les autres sachent en face qu'en fait, on est formé. Eux ne le sont pas forcément. Eux, ce sont le commun des mortels, et nous, on est les gens qui ont le super pouvoir du public speaking qu'on peut activer à bon escient, j'ai envie de dire. J'avais lu un bouquin, je ne sais plus c'est lequel,
je crois que ça s'appelle Outliers, mais je suis pas sûr, Mhm. où justement il comparait les revenus des personnes par rapport à leur QI. Mhm. Et dans cette analyse, ce qu'ils avaient découvert, c'est que les gens avec les plus hauts QI, ils n'avaient pas forcément les plus hauts salaires. Mhm. Et les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas les plus hauts salaires, c'est parce que justement, il leur manquait les skills pour mettre en avant leurs compétences. Mhm. Et je trouve ça marrant que tu en parles maintenant parce que ça me fait penser à ça. Ouais, c'est vrai qu'on a aussi découvert que Mm. depuis quelques années, le quotient émotionnel. Et souvent, quand on parle de QI, Mm. maintenant, on ne peut pas parler de QI sans le QE, peut-être. En anglais, c'est EQ. Donc, le quotient émotionnel, où il y a justement toutes les compétences, les qualités sociales, notamment le fait d'avoir développé ses relations professionnelles, donc son réseau, et, euh, et le fait d'avoir des qualités interpersonnelles telles que l'écoute, l'empathie. Ces choses-là, ce sont des choses qui permettent à une personne de peut-être signer des contrats en qualité d'entrepreneur ou de commercial, voire dans une société d'évoluer dans la hiérarchie parce qu'on va être capable d'écouter ses collègues, de les comprendre, de les aider. Et Mm. si on aide des gens, ils vont vous aider, que ce soit eux ou d'autres personnes. Ça se voit quand on est bon, quand on est à l'écoute, quand on est gentil, quand on est bienveillant, quand on est sincère. Et je pense que c'est aussi des qualités qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pas le tout au quotient intellectuel. C'est pas comme au début, je parlais de l'argent, c'est pas le tout, l'argent dans les poches. Je veux dire, il y a des compétences qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes et qui ont une valeur inestimable monétaires qui sont des compétences qui tirent autour du quotient émotionnel. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. D'accord. En termes d'engagement horaire, c'est à peu près quoi? C'est 1 heure, 2 heures par semaine, 3 heures? Hmm. L'engagement horaire sur les clubs de public speaking, c'est un meeting toutes les 2 semaines, généralement qui dure environ 2 heures. Et pour ce meeting, il y a tout un ensemble de rôles. Il faut comprendre, le meeting va être organisé souvent en 3 parties. Et on va dire que la première partie, ce sont peut-être 5 ou 6 personnes qui vont délivrer des speeches qu'ils ont préparés. Ensuite, il y a une partie intermédiaire qui va être orientée improvisation, où on va inviter les gens à improviser pendant 1 minute 30, parce que l'improvisation fait partie du public speaking, on ne peut pas tout apprendre par cœur, donc il faut être bon improvisateur. Et il y a des techniques pour improviser et faire des speeches, comme là, par exemple, dans nos discussions, où on peut parler pendant longtemps sans rien avoir écrit, par exemple. Donc, c'est beaucoup de techniques d'impro. Et la dernière partie, ça va être les évaluateurs qui ont eu le temps justement d'écrire un petit speech et qui vont faire un speech d'évaluation. Donc, quand on regarde ces gens-là, plus il y a des rôles, par exemple, il y a un timer, il y a une personne, il y a un président de club, il y a des rôles un peu plus exécutifs qui sont un peu plus prenants. Mais si on prend les rôles nécessaires dans ce meeting, les gens qui vont vraiment devoir préparer quelque chose vont être les gens qui vont avoir un speech. Donc, on va avoir un speech peut-être une D'accord. fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Donc, quand on a un speech, là, il y a un petit peu plus de travail. En plus des 2 heures, on va devoir passer un certain temps pour préparer son speech. Et donc, comment on fait pour préparer un speech? C'est une bonne question. Il faut dire que, on va dire que un speech, c'est un peu comme une chanson, ou c'est un peu comme un film, ou un court-métrage peut-être. C'est ou c'est un peu comme un texte qu'on écrit, une lettre, ça peut être quelque chose. Un speech, d'abord, ça commence par quelque chose qu'on va écrire sur un thème en particulier. Et généralement, quand on écrit un speech dans le cadre du club de public speaking, on a un objectif. Donc, le premier objectif, comme je disais, c'était ce qu'on appelle icebreaker chez Toastmasters, qui est de briser la glace et de venir parler devant une audience. Donc, comme je disais tout à l'heure, utilisons les 3 P du speech pour le choix du sujet et de dire que on va parler d'un truc qui nous passionne, on va parler d'histoire personnelle et on va parler de quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui vont écouter. Et donc, souvent, le premier speech, c'est se présenter à l'audience. Dire voilà, je m'appelle un tel, etc. Parce qu'on va parler devant des inconnus dans un club où on est nouveau. Et, euh, Ouais. C'est et toujours un club nouveau? quand on arrive la première fois, le premier speech icebreaker, oui, après, moi, ça fait 3 ans que je suis un peu plus, ouais, 3 ans que je suis dans le même club. Mais il y a tout le temps du turnover. Il y a des gens qui viennent, surtout aux Ouais. Émirats, parce que ben, les gens, quand ils perdent leur travail, ils s'en vont, quoi. Ils cherchent 6 Ouais. mois et après, ils s'en vont.
Donc il y a tout le temps du turnover. Mais c'est ça, voilà, il y a tout. Il faut prévoir, ça dépend les gens. Après avoir écrit le speech, il faut s'entraîner à le répéter de manière, on va dire, Mhm. comme si on était en réel, dans le cas réel, Ouais. c'est-à-dire, parce qu'en fait, la clé du public speaking, c'est la préparation. Faut pas se le cacher. Quelqu'un comme Steve Jobs, quelqu'un comme Tony Robbins, ou qui sont les plus grands speakers français, malheureusement, je sais pas trop, mais j'imagine que même les plus grands speakers français, on va dire Emmanuel Macron, le président français aujourd'hui, s'il fait un speech, sachant qu'il écrit a priori ses speeches tout seul, il les répète, il les prépare, il répète devant des gens qui vont lui dire oui c'est bien, non c'est pas bien, revois ça, etc. Mhm. Le travail qui est fait en amont, c'est un petit peu comme l'iceberg, on va dire, il y a la face cachée de l'iceberg, elle est énorme. Il y a énormément de travail pour arriver un jour et délivrer un speech Ouais. comme ça. Donc, sachant que le speech, il va être enregistré, il va être mémorable. Comme tu disais, il y a la partie aussi impro qui peut s'améliorer, qui peut faire beaucoup de différence. Comme tu disais, un dîner en famille, Mm, une intervention télévisée, quoi que ce soit. mm. Il y a une bonne partie d'impro qui se travaille aussi. Exactement, exactement. L'improvisation, elle fonctionne bien dans les dîners en famille ou dans le cadre professionnel quand on nous lance sur un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas prêt, sur lequel on n'a aucune inspiration. Je me souviens une fois, parce qu'on on a les concours annuels de club, et si on gagne dans le club, ou si on est dans les deux premiers, on peut aller au niveau de la zone, qui regroupe 5-6 clubs. Si on est premier ou deuxième, on va aller au niveau du dessus, qui regroupe plusieurs zones, après, etc., jusqu'au niveau national, et après national au niveau international, etc. Et moi, je me souviens avoir fait le concours de mon club au niveau de l'improvisation la première année où je me suis inscrit. Et je me souviens que le sujet, c'était euh, 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 le bonheur. Donc, je traduis de l'anglais, mais ça veut dire en gros le bonheur. C'est la bonne santé et une mauvaise mémoire. Et en fait, le truc, c'est quand on fait le concours d'improvisation, je dis Abdelrahman, tu as 1 minute, le bonheur, c'est la bonne santé et une mauvaise mémoire. À toi. Stress. Donc, moi, j'étais là et je me disais, alors, en plus, c'était en anglais. Bon, je parle évidemment couramment anglais, mais j'ai eu du mal à capter ce qu'il voulait dire par là. Donc, le bonheur, santé, mémoire. OK. Et je me souviens que j'ai 15 secondes pour organiser mes pensées et commencer mon impro ensuite. Et j'ai eu 15 secondes de blanc, quoi. Je me dis, attends, moi, j'aurais jamais dit que le bonheur, c'était ces choses-là. C'était une erreur. Et puis, j'ai parlé de je ne sais quoi et c'était lamentable. Et évidemment, je suis pas allé au tour d'après. Mais mais après, avec l'expérience du club et tout ce que j'ai appris, maintenant, si on me proposait la question, évidemment, je m'en serais sorti largement mieux en prenant. On peut dire le contraire, on peut dire non, ce n'est pas ça. Après, on peut aller dans le sens qu'on veut finalement, parce que l'idée, c'est de parler, c'est tout. On va pas. L'idée, c'est pas d'avoir raison. Et c'est surtout pas de montrer sa science ou autre. L'idée, c'est d'être capable d'avoir un discours intelligible où les gens vont vous écouter et ils vont apprécier votre point de vue. Donc, j'aurais pu juste éventuellement donner ma définition du bonheur, j'aurais pu parler de la santé, de l'importance de la santé, j'aurais pu parler des problèmes de mauvaise mémoire. Bref, il y a tellement de choses. Ou j'aurais pu Hmm. parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Parce qu'au final, l'idée, c'était juste d'improviser. Donc, j'aurais pu dire, oui, ben, je reviens d'un voyage en France et puis ça s'est bien passé. Donc, effectivement, on était heureux pendant ce voyage. Bon, j'ai visité un Ouais. malade dans un hôpital. Bref, mais il faut avoir un minimum d'expérience et de connaissance de l'improvisation, évidemment, pour faire ça. D'accord. Bah, écoute, Khaled, merci pour ton retour par rapport au public speaking, à la prise de parole en public. C'est un sujet qui, moi, me passionne personnellement et d'ailleurs, je considère à m'inscrire chez Toastmaster pour développer mes compétences en public speaking. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou deux ou un podcast, quoi que ce soit, à conseiller à nos auditeurs? Évidemment, il y a toujours des choses qu'on peut conseiller. Parmi les livres que je peux conseiller et que j'ai conseillé récemment à des collègues, c'est des livres de management. Qui vont être Mhm. un livre classique de Kenneth ou Ken Blanchard, qui a fait toute une série vachement intéressante. Le livre qui a déplacé
mon fromage, Who Moved My Cheese. C'est un classique du changement, des comportements dans le changement qui nous arrivent de plus en plus aujourd'hui, avec la métaphore de 4 fourmis qui se trouvent dans un labyrinthe et qui ont l'habitude d'avoir un fromage sur lequel elles mangent amplement tout le temps, et du jour au lendemain, le fromage disparaît. Et on voit comment en fait, ces 4 couples de fourmis, on voit comment chacun des couples de fourmis vont aller se perdre dans ce labyrinthe et réagir vraiment différemment avec ce changement imprévu. Donc, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, et j'ai eu l'occasion de le recommander à une personne récemment qui m'en a donné des bons retours. Donc, c'est toujours bien de le recommander et ensuite d'aller vers la série, ce qu'ils appellent le One Minute Manager de Kenneth Blanchard, où il y a des bons conseils en management, en gestion. Donc, c'est souvent en anglais. Et je pense que ça a été traduit en français. Et notamment la gestion, ce qu'on appelle le Monkey Management, qui est la gestion des tâches au quotidien et s'assurer d'être capable de déléguer, etc. Donc ça, c'est voilà, au niveau business. Je recommande ce livre. Après, moi, je lis beaucoup de livres comme ça, en fait. Actuellement, je suis en train de lire une biographie de Elon Musk parce qu'il a médiatisé et c'est intéressant de savoir ce qu'il fait avec ses projets, SpaceX, Tesla, etc. C'est un petit peu aussi le côté start-up et entrepreneur. Et voilà. Bon, il y a pas mal de choses, mais j'encourage les gens évidemment à lire. En termes de podcast, la podcast que j'écoute souvent, c'est Tim Ferriss. C'est en anglais. Tim Ferriss. Show. Pardon? C'est le Tim Ferriss Show, je crois. Tim Ferriss Show, exactement, qui est l'auteur du livre le 4 Hours Body. Donc, en fait, au départ, lui, c'est quelqu'un qui fait 4 Hours Work Week, la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, voilà. Il a fait la semaine de 4 heures, il a fait le corps améliorer son corps en 4 heures, il a fait plein de choses en 4 heures. Et donc, à la base, c'est comme ça qu'il a été connu. Et puis, il a dans son show des gens assez pointus. Bon, c'est des Américains, des acteurs, des auteurs, etc. Et puis qui recommandent aussi des livres à chaque fois. Super intéressant. Donc, Tim Ferriss, j'aime bien. Bon, il y a un peu de pub, il y a l'aspect américain et de la pub, mais les pubs sont sympas. Par exemple, il recommandait avec le Kindle. Donc, moi, je lis beaucoup mes livres sur le Kindle d'Amazon, sans vouloir faire de pub, mais c'est un outil pratique. Du coup, je peux acheter les livres directement en ligne et les lire sur ma tablette. Et ensuite, tu peux les lier avec Audible, par exemple, Audible, qui est l'outil qui permet d'écouter en audio et de suivre, par exemple, quand tu es en train de faire du sport et que tu veux avancer sur un livre, tu peux aller en audio, il va reprendre exactement où tu t'es arrêté, donc c'est magnifique. Et ce que je recommande aussi, c'est des cours de lecture rapide avec notre ami Mohamed Koussa, champion du monde de lecture rapide, qui donne des cours aussi en France. Et je conseille fortement les cours de lecture rapide pour avoir l'essence de ces livres, en avoir un maximum en un minimum de temps. C'est exceptionnel. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Khaled. On peut t'ajouter sur LinkedIn? Évidemment, ouais. Je suis sur LinkedIn, Khaled Bodnar. Ouais. Ok, très bien. Écoute, Khaled, merci pour ton retour d'expérience et tous tes enseignements, ton retour d'expérience sur le public speaking. C'était super intéressant. Je te remercie beaucoup. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah, à Dubaï, pourquoi pas? Inch'Allah, si je suis dans le coin. Merci Abdelrahman. Si tu viens à Singapour, n'hésite surtout pas à me contacter. Avec plaisir, j'espère passer à Singapour. Évidemment, c'est pas trop loin des Émirats, même si c'est pas à côté non plus. Mais c'est quand même plus à portée qu'en partant de France. Donc évidemment, si j'ai l'opportunité, avec plaisir. Et merci pour cette interview, pour ce podcast. Félicitations pour tout ce que tu fais. Et c'est une bonne chose de donner la voix de me donner la voix à moi et à d'autres personnes qui peuvent apporter un petit peu leur pierre à l'édifice et motiver les jeunes en France, les personnes qui sont peut-être qui se disent peut-être que c'est compliqué, c'est difficile d'y arriver, et non, restons positifs, on peut y arriver, tout est possible. Et voilà, si on peut donner l'exemple, moi, si mon expérience inspire d'autres personnes, je serais vraiment, même une seule personne, ça me fera vraiment plaisir. Et ouais, que les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter sur LinkedIn. Si je peux aider, c'est tout le temps avec plaisir. Merci pour ton temps. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Abdelrahman. Comme salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu.
Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.